et l'ensemble des équipes de la préfecture de région et du département sont heureux de vous accueillir dans cette cour d'honneur de la préfecture qui deviendra dans quelques instants la cour Jean Moulin avec le dévoilement d'une plaque inaugurale par les élèves de l'école Jean Moulin d'Auxonne. Monsieur le préfet a souhaité honorer la mémoire de Jean Moulin, grand préfet de la République, unificateur de la résistance française sous l'autorité du chef de la France libre, en ce 27 mai, journée nationale de la résistance, date de la première réunion du Conseil national de la résistance en 1943. Il a également tenu à associer à cet hommage la mémoire de Pierre Meunier, grand résistant, compagnon de Jean Moulin et ancien maire d'Arnay-le-Duc. Nous avons ce matin l'honneur d'accueillir la famille de Jean Moulin, Cécile et Gilbert Benoît, ainsi que celle de Pierre Meunier, Martine et Claude Guyon. Nous sommes également fiers d'avoir à nos côtés M. Henri Mausson et M. Pierre Jobard, tous deux résistants et déportés, qui continuent à témoigner sans relâche pour que l'oubli ne s'installe jamais. Nous allons débuter cette cérémonie par la diffusion d'une courte vidéo retraçant le parcours de Jean Moulin. L'auteur de ce documentaire, Jean-Marc Bordet, est d'ailleurs présent et nous le remercions. Le visage de Jean Moulin tel qu'il est le plus connu. Cette célèbre photographie a été prise par un ami avant-guerre. Avec le temps, elle deviendra une icône de la résistance. Jean Moulin naît en 1899 à Béziers. Fils d'une famille bourgeoise républicaine de gauche, il a une jeunesse heureuse. Très tôt, il entretient une profonde passion pour la politique. À 25 ans, il devient sous-préfet, puis préfet de l'Aveyron, le plus jeune en France à occuper cette fonction. Il travaille également au ministère de l'Air. C'est à cette époque qu'on retrouve la seule trace de sa voix. Marie Bastieux, je félicite en vous l'aviatrice et je félicite aussi la charmante ambassadrice. Marie, permettez-moi de vous donner la couleur. La guerre le transforme. Jean Moulin entre dans la clandestinité et rejoint Londres. Le général de Gaulle lui confie une mission presque impossible, fédérer dans l'ombre l'ensemble des grands mouvements de la résistance. Il y parvient en mai 1943 à Paris. C'est la naissance du CNR, le Conseil national de la résistance. Un mois plus tard, tout bascule près de Lyon lors de la réunion de Caluire. Jean Moulin est capturé dans cette maison par la Gestapo de Klaus Barbie. Torturé, il garde le silence et meurt à 44 ans dans le train qui le transporte en Allemagne. Le chant qui va s'élever maintenant. 20 ans après la guerre, la nation lui rend hommage. Ses cendres sont transférées au Panthéon. André Malraux prononce à cette occasion l'un des plus grands discours de la République. En pitié, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Héros de la résistance, Jean Moulin est entré dans la mémoire collective. Son nom figure désormais dans les premiers rangs des appellations d'écoles ou de rues du pays. Nous allons désormais écouter Cécile Benoît, petite nièce de Jean Moulin, et son époux Gilbert, qui nous font l'amitié d'être à Dijon avec nous ce jour. Ils nous parleront à deux voix de Jean Moulin, qui a bien sûr compté dans leur famille, dont ils perpétuent le magnifique souvenir et le grand exemple. Allô? Monsieur le préfet, vous nous avez demandé de dire deux mots à propos de Jean Moulin, mais comment parler de cette vie, courte certes, mais riche, en deux mots? Aussi avons-nous choisi de laisser la parole à quelques-uns de ses contemporains. Des contemporains qui ont été séduits par sa gentillesse, son charisme, son courage. Jean Moulin, en 1917, pour financer ses études de droit à Montpellier, trouve un petit emploi au cabinet du préfet de l'Hérault. Le premier homme à avoir été séduit par ses qualités professionnelles, c'est le secrétaire général, Maurice Mounier. Lorsqu'il fut lui-même nommé préfet de Savoie à Chambéry, il tint absolument à s'attacher
les services de Jean Moulin comme chef de cabinet. Un poste très important de confiance, très important pour un jeune qui termine à peine ses études. Arrivé à Chambéry, Jean Moulin s'attache très vite à l'amitié de quelques jeunes gens de Chambéry. Donc. Écoutons le portrait qu'a tracé de lui une jeune chambérienne. Mince, vif, il surprenait par un air d'extrême jeunesse. Son visage, mobile et expressif, aux yeux noirs, tour à tour rêveur et pétillant de malice, devint bientôt familier aux Chambériens. Jean Moulin rejoignait volontiers à ces moments de loisir notre groupe amical de jeunes pour danser ou faire de la montagne. Si au premier abord il pouvait paraître un peu réservé et distant, il était, dès qu'on le connaissait mieux, un ami incomparable, faisant preuve de cette gentillesse innée, si rare qu'il vient du cœur. Dans notre petit groupe, dont il fut très vite l'un, il était à la fois le plus gai et le plus sage, le meilleur aussi. Il avait un rayonnement extraordinaire qui le rendait très différent des autres jeunes gens. Ses idées généreuses qu'il exprimait simplement, mais avec foi, furent pour beaucoup de nous à l'origine d'une prise de conscience plus profonde de certains problèmes humains. C'était un artiste né. Il joignait à son talent de dessinateur une compréhension et un amour très grand de la poésie et de la musique. Il avait enfin le sens de l'amitié, et ceux d'entre nous qui eurent la joie de le rencontrer de nouveau par la suite le retrouvèrent avec une émotion aussi simple et fraternelle qu'au temps de leur 20 ans. 3 ans seulement après, il est nommé sous-préfet d'Albertville, en Savoie. Il est alors le plus jeune sous-préfet de France. Début 1930, il rejoint la Bretagne, Châteaulin, où il est sous-préfet. Et là, en Bretagne, il va se lier aux artistes de l'école de Bretagne qui se réunissent autour de Max Jacob. Max Jacob, dont certains diront qu'il était médium, a dit de Jean Moulin: Jean Moulin, spécimen d'humanité hors classe, homme d'une qualité exceptionnelle, destin hors norme. En Bretagne, Jean Moulin découvre le poète Tristan Corbière, dont il illustre les poèmes de magnifiques eaux fortes dont Max Jacob a dit également: Croyez bien à mon amitié qui est très réelle, comme ma sympathie pour votre talent qui est bien réel aussi. Vos très belles eaux fortes sont inoubliables et j'y tiens beaucoup. Si nous aimons ainsi parler de la vie artistique de Jean Moulin, on nous interroge souvent sur sa vie sentimentale. Jean Moulin, en 1926, alors qu'il est sous-préfet d'Albertville, se marie avec une très jeune fille qui malheureusement préfère la vie parisienne à la vie provinciale d'Albertville. Et donc, après avoir demandé avec insistance à son épouse qu'elle rejoigne le domicile conjugal à Albertville, il demande le divorce qu'il obtient très rapidement au tort de son épouse. Il est donc ainsi libre de toute attache conjugale. Et lorsqu'il vient de prendre ses fonctions en Bretagne, son ami Maurice Agulon, ancien sous-préfet de Moutier, qui est en poste au ministère à Paris, lui écrit: On ne te voit plus à Paris. J'en conclus que ton nouveau poste n'est pas dépourvu d'intérêt et qu'en cette saison, il y flotte l'odeur si féminine dont je te sais assez friand. Après la Bretagne, il poursuit sa carrière dans les ministères, notamment comme chef de cabinet du ministre de l'Air, Pierre Cotte. Au ministère de l'Air, sous le Front populaire, alors que la France a officiellement adhéré au pacte de non-intervention, c'est Jean Moulin qui se charge de livrer des avions et recrute des pilotes pour les républicains espagnols. Il écrit à un de ses amis à propos de ces interventions. Nous avons tort de ne pas intervenir face à la montée du fascisme. Hier, c'était l'Italie, aujourd'hui, c'est l'Espagne. Demain, ce sera notre tour. Après cette carrière dans les ministères, Jean Moulin poursuit son ascension dans la carrière préfectorale. En 1934, il est secrétaire général de la Somme, à Amiens. Puis, en 1937, préfet de l'Aveyron. Il est alors le plus jeune préfet de France. Là encore, il fait preuve d'une très grande liberté
au plan politique. Et le président du conseil général de l'époque, de l'Aveyron, le surnomme d'ailleurs Moulin Rouge. Voilà ce que Pierre Cotte lui écrit depuis l'Assemblée nationale en octobre 1938. J'ai vu à la Chambre François Martin. Il m'a fait de toi comme préfet un grand éloge. Il connaît tes opinions et trouve que tu as d'autant plus raison de ne pas les cacher que ton administration est, paraît-il, celle d'un grand préfet et non d'un sectaire. Il paraît que tu as conquis, ou du moins désarmé tes adversaires politiques qui admirent ta franchise, ton intelligence, ta clarté d'esprit. En janvier 1939, alors qu'il vient de quitter Rodez, un conseiller général de l'Aveyron lui écrit « Vous aviez tout le tact nécessaire pour défendre, contre une réaction puissante, la poignée de républicains que nous sommes. » Début 1939, il rejoint Chartres. Chartres, en septembre 1939, donc la guerre est déclarée. En 1940, les Allemands avancent. En juin 1940, dans Chartres, qui est meurtri par les bombardements, où les réfugiés affluent, c'est Jean Moulin qui, resté seul à son poste, se charge de les accueillir et de les ravitailler. Le 17 juin, il accueille donc les Allemands dans Chartres. L'après-midi même, 2 officiers allemands viennent lui demander de signer un protocole d'accord selon lequel les troupes sénégalaises de l'armée française ont commis des atrocités sur des femmes et des enfants. Il refuse de signer cet accord qu'il considère comme diffamant pour l'armée française. On le torture, on l'enferme. De peur d'être obligé de signer sous la contrainte, le lendemain, dans la nuit, il tente de se suicider en se tranchant la gorge. Voilà ce que 2 jours avant, le 15 juin, il écrivait à sa mère et à sa sœur. « Bien chère maman, bien chère Laure, je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécus. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignorera toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a été épargné à la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûre que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du reste du monde et à l'héroïsme de nos soldats, qui valent mieux souvent que l'usage qu'on en fait, viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Il ajoute en post-scriptum. Si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. Après cette tentative de suicide, il reprend son poste et essaye de soulager ses administrés comme il le peut face aux exactions de l'occupant allemand. Voilà ce qu'un correspondant anonyme qui signe un Alsacien anonyme lui écrit. Monsieur le préfet de l'Eure-et-Loire, veuillez agréer nos respects et notre admiration pour l'attitude fière et française que vous montrez devant les autorités allemandes. En quittant Chartres, en septembre 1940, le major von Guttlingen, qui est le feldcommandant de la place, lui écrit « Je vous félicite de l'énergie avec laquelle vous avez su défendre les intérêts de vos administrés et l'honneur de votre pays. » Jean Moulin est révoqué en novembre 1940. Voici ce que le nouveau feldcommandant de la place écrit quelques semaines auparavant aux autorités militaires de Vichy. Vous prie faire obstacle contre Rappel, préfet Moulin de Chartres. On sait que Moulin n'a pas une forte position dans le gouvernement français actuel. Mais Moulin est un fonctionnaire administratif avisé, doué au-dessus de la moyenne, remarquablement instruit, avec une force de jugement et une forte conscience des responsabilités. Un an plus tard, Monseigneur Lejar, vicaire général de l'archevêché de Chartres, lui écrit « J'ai aimé à me rappeler, malgré leur tristesse, ces jours où votre attitude apporta à tous le réconfort nécessaire.
Et René Fournier, ingénieur architecte d'Eure-et-Loire, écrit « Monsieur le préfet, vous êtes un homme. Et le malheur pour la France, c'est que je n'en ai pas rencontré beaucoup depuis que je vous ai quitté en septembre dernier. » Puis Jean Fuster, inspecteur d'académie d'Eure-et-Loire, lui écrit en 1941 « Cher monsieur le préfet, à Chartres, on se tourmentait de votre long silence et le bruit courait avec persistance que vous étiez passé en Angleterre. Vous avez laissé en Eure-et-Loire des souvenirs qui ne s'éteindront pas et tous vos anciens administrés rendent le plus fervent hommage à votre cran, à votre courage héroïque, à votre si bienfaisante activité. Le ravitaillement en particulier est devenu beaucoup plus difficile depuis votre départ, surtout en viande, et l'Eure-et-Loire n'est plus ce pays de cocagne qu'il fut de longs mois grâce à vous. Jusqu'aux officiers allemands, Loscher et Katte, notamment, qui rendaient hommage à vos qualités. » Après Chartres, Jean Moulin entre dans la clandestinité pour accomplir une tâche difficile. Le général de Gaulle écrit dans ses mémoires « C'est à pas compter qu'il marcherait sur une route minée par les pièges des adversaires et encombrée des obstacles élevés par les amis. » Puis après la guerre, et bien avant son entrée au Panthéon, Georges Bidault, en 1945, écrit « La France a trop besoin d'hommes simples et courageux comme lui. » Plus récemment, René Joly, président des Amis de Jean Moulin, a dit « Il est des circonstances où des hommes ont l'étrange pouvoir d'influer sur le cours de l'histoire en dépit des éléments contraires. En dépit de tout, il atteignit l'objectif qu'il s'était assigné. La création du CNR fut sa victoire. » Et la conclusion au regretté Jean-Louis Crémieux-Briac. Moulin, héritier d'un siècle de traditions familiales républicaines, avait affirmé bien avant le désastre ses convictions antifascistes et sa clairvoyance à l'égard du nazisme. Monsieur le préfet, si aujourd'hui plus d'un millier d'avenues, de boulevards, de rues, de places et plusieurs centaines d'établissements scolaires portent son nom, vous resterez dans le cœur, dans la mémoire, dans les archives de la famille, celui qui, en ce 27 mai 2021, avec cette cour d'honneur qui prochainement portera son nom, avait ajouté une étoile au ciel de Jean Moulin et de ses compagnons. Merci. Tirez vite, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux et crions pour nos frères. La haine à nos pouces et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens que des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, ou on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'eau à ta place. Des jours noirs, les chemins au grand soleil sur les routes.
Monsieur Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, va maintenant intervenir. Le rôle capital qu'il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté par lui-même, a écrit Charles de Gaulle dans sa préface à Premier combat en 1947. Alors que notre pays commémore aujourd'hui la journée nationale de la résistance, il m'a semblé s'imposer comme une évidence de rendre hommage, un hommage particulier à Jean Moulin, unificateur de la résistance française, dans la fidélité au chef de la France libre, en ce jour anniversaire de l'installation du premier Conseil national de la résistance, 48 rue du Four à Paris. Cette cérémonie s'accompagne du dévoilement d'une plaque dans cette cour d'honneur de la préfecture qui deviendra cour Jean Moulin. Cette belle plaque en pierre de Bourgogne a été réalisée par les élèves de la section professionnelle tailleur de pierre, métiers et arts de pierre du lycée Les Mares d'Or de Dijon, qui transmet à nos jeunes l'excellence de nos métiers d'art. Je les remercie vivement pour ce très bon travail, ainsi que leurs professeurs et les responsables de l'établissement qui ont adhéré tout de suite à ce projet. Comme vous, je suis également très sensible à la présence aujourd'hui de Cécile Benoît, petite cousine de Jean Moulin et de son époux Gilbert. Leurs paroles, à l'instant, très fortes, nous ont touchés droit au cœur. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, chers amis, d'avoir pris de votre temps pour nous rejoindre en ce milieu de journée, afin de partager ensemble ce moment d'émotion et de souvenir très important pour notre préfecture et pour l'ensemble de ses équipes, rehaussées par le chœur de l'Opéra de Dijon, qui nous fait l'amitié de sa présence. Pour tous les serviteurs de l'État, l'évocation de la mémoire de Jean Moulin ne peut en effet laisser indifférent. Sa vie est pour tous ceux qui croient aux idéaux de la République une référence constante et exceptionnelle dans l'action et pour la réflexion. Avec le recul des années, le regard porté sur cette vie laisse une étonnante impression de constance et d'unité. Tout semble concourir à la grandeur qu'il révèle dans les différentes étapes de son parcours. Je voudrais m'y arrêter à mon tour un moment en m'attachant aux épisodes qui me paraissent les plus marquants. Jean Moulin, c'est d'abord un exemple de sens élevé de l'État. Après des études de droit à l'université de Montpellier, puis un passage sous les drapeaux en 1918, sur le front des Vosges, il choisit de faire carrière au ministère de l'Intérieur. Sous-préfet, il est nommé successivement à Aberville, Châteaulin, Thonon et Amiens. Ses qualités d'administrateur avisé et son idéalisme passionné sont remarqués par tous sur ses différents postes. Après un passage au cabinet de Pierre Cotte au ministère de l'Air, il est nommé en 1937 préfet de l'Aveyron, c'est alors le plus jeune préfet de France, puis à partir du 21 février 1939, préfet d'Eure-et-Loir. Les qualités personnelles et professionnelles de Jean Moulin, avant les heures sombres de juin 1940, sont déjà éprouvées. Il les a mises au service d'une vision généreuse, affirmée avec force dans un discours prononcé le 8 mai 1939. Si j'entends servir sans faiblesse un idéal qui m'est cher, explique-t-il devant l'Assemblée départementale dans l'Aveyron, je puis vous donner l'assurance que mon administration s'efforcera en toute occasion de demeurer éloignée de tout sectarisme. Si elle devait un jour fléchir la rigueur de ses règlements, je voudrais que ce fût uniquement en faveur de ceux qui peinent et de ceux qui souffrent. Jean Moulin, c'est aussi un modèle de patriote ardent. En juin 1940, comme préfet d'Eure-et-Loir, alors que les institutions vacillent, les lois sont ignorées,
et les services publics défaillants. Les moyens humains et matériels manquent. Il déploie une énergie infaillible à répondre aux besoins de tous et multiplie les appels à ne pas fuir. Lorsque le 17 juin 1940, les Allemands entrent dans Chartres et que deux officiers se présentent à la préfecture en invoquant l'urgence, il les fait attendre. C'est en uniforme qu'il entend les recevoir. À l'occupant, il ne consent s'adresser qu'en représentant de l'État. Il refuse, peu après, de signer un odieux protocole qui lui est présenté, qui rejette la responsabilité d'atrocités commises par l'avant-garde de la Wehrmacht à l'encontre de femmes et d'enfants à proximité de Chartres sur des unités sénégalaises de l'armée française. S'il signe le document, il admet l'opprobre et la calomnie jetée sur nos armées. S'il s'y refuse, il s'expose à des représailles dont il pressent l'extrême dureté. Malgré les injures, les humiliations, les bousculades et les coups de crosse, il ne signe pas. Il sait que sa signature est celle de l'État. Il sait aussi que c'est celle de la France. Plusieurs heures durant, le préfet oppose l'argumentation à l'affirmation, la raison à la barbarie, la perspicacité à la sottise, la bravoure à la lâcheté et la dignité à l'infamie. Précipité dans une voiture, il est ensuite enfermé dans un cabanon sur des restes de cadavres humains. Libéré de cette geôle sordide, il trouve encore en lui la force de s'opposer à ces tortionnaires et ne signe pas. Ramené à Chartres et toujours détenu, Jean Moulin, de peur que ses forces ne l'abandonnent, décide de mettre fin à ses jours. La vie s'obstine et le miracle se produit cette fois. Cette nuit terrible, du 17 au 18 juin 1940, a marqué à jamais le cœur de Jean Moulin. Lui qui incarne si fort ce moment où notre nation, dépouillée et bafouée, et qui paraissait définitivement perdue, a déjà commencé par ce premier acte de résistance intérieure de lever la tête, de se dresser face à l'abomination nazie, de se reconstruire sur les valeurs fondatrices de la République. Je ne croyais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on était en danger, écrivait-il alors de Chartres à sa famille. Jean Moulin apparaît en filigrane dans un propos du grand historien Marc Bloch, lui-même fusillé par les nazis en 1944, et qui écrivait dans son ouvrage L'étrange défaite ce dont la France avait sans doute trop manqué. Être un vrai chef, c'est insuffler aux autres cette confiance que nul ne peut donner s'il la possède soi-même. C'est refuser jusqu'au bout de désespérer de son propre génie, c'est accepter enfin pour tous ceux que l'on commande, en même temps que pour soi, plutôt que l'inutile honte, le sacrifice fécond. Pour un seul homme, tout paraîtrait accompli en cette exceptionnelle action d'éclat. Pour Jean Moulin, le temps de la gloire est encore devant lui. La décision du gouvernement de Vichy de le révoquer début novembre 1940 lui en donne le moyen. Jean Moulin, c'est encore l'unificateur de la résistance française. Après Chartres, Jean Moulin se réfugie en zone sud et prend contact avec les premiers mouvements de résistance qui se forment dans le sud-est. Il s'évade de France en août 1941, rejoint Londres par l'Espagne et le Portugal et prend immédiatement contact avec le général de Gaulle. Son énergie et sa résolution l'imposent entre tous les volontaires de la France libre pour les missions les plus importantes et les plus périlleuses. Il est parachuté le 1er janvier 1942 au-dessus des Alpilles avec pour mission de prendre contact avec tous les réseaux métropolitains. Quelques mois après, il repart pour Londres et sous le nom du caporal Mercier, il y est fait compagnon de la libération, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, écrira plus tard le général de Gaulle. Nommé délégué général du chef de la France libre, Jean Moulin revient sur notre sol en mars 1943
à Melay, en Saône-et-Loire, avec le général Delestrin, chef de l'armée secrète, pour réaliser cette tâche surhumaine, favoriser l'unité de la résistance intérieure. Il a réussi contre tout espoir à unifier les groupes épars dans le pays, à les intégrer dans le même esprit de victoire et dans la même organisation pour préparer le retour de la République. C'est lui, donc, qui, le 27 mai 1943, préside au 48 rue du Four à Paris la première réunion du Conseil national de la résistance qu'il avait contribué à créer. Indifférent à toute ambition personnelle, voué corps et âme à son œuvre, modèle rayonnant de sagesse et de cœur, il poursuit sa tâche sans se soucier des rivalités, des jalousies et des faiblesses. Jean Moulin, c'est enfin le courage et la dignité sauvegardés. Le 21 juin 1943, Jean Moulin, sous le pseudonyme de Max, est arrêté par la Gestapo à Caluire. Interné, il subit son second martyre. Ses camarades le virent un jour défiguré. Christian Pinault, qui avait été chargé de raser ce visage tuméfié, a pu dire que seuls les yeux vivaient encore. Depuis, personne ne l'a plus jamais revu. En dépit des tortures, il ne parlera pas, lui qui pourtant savait tout. Le visage du Moulin de 1943, admirablement évoqué par Malraux dans son magnifique et émouvant discours du Panthéon en 1964, n'était pas différent du Moulin de 1940. Meurtri, tuméfié, profondément entaillé, mais surmontant l'uniforme du préfet que son sang recouvrait d'honneur, ce visage, en ce temps-là, c'était celui de la France. Jean Moulin est bien l'un de ces exemples de dignité sauvegardée, de sens élevé de l'État, de courage pour la défense d'une certaine idée de la République et de la nation. Son nom rappelle à la mémoire de tous ses collègues, très exposés dans ces périodes troublées, au courage trempé, mais insuffisamment, injustement abandonné à l'oubli. L'honneur du métier préfectoral est porté par ces hommes et ces femmes, dont le sens des responsabilités et l'idée qu'ils se firent de leur mission reste un exemple vivant pour tous les préfets et sous-préfets de France. Je souhaitais aussi associer à la mémoire de Jean Moulin celle de Pierre Meunier, grand résistant et ancien élu de Côte d'Or, qui fut son ami très cher et son compagnon de route dès son passage au ministère de l'Air. J'ai relu le texte de son intervention qu'il a prononcé dans une conférence donnée le 27 février 1983 à Dijon. Il y exprime tout, avec beaucoup de force, de conviction et d'émotion. Nous sommes sensibles à la présence de la famille de Pierre Meunier ce jour, à travers Martine Guyon, sa nièce, et Claude Guyon. Je compte, d'ailleurs, donner le nom de Pierre Meunier à la nouvelle salle de la préfecture que nous construisons derrière le bâtiment du 43 de la rue de la préfecture. Jean Moulin, grand préfet de la République, unificateur de la résistance française, a porté à son niveau le plus élevé le métier préfectoral. Son parcours exceptionnel en révèle l'essentiel, le sens du service loyal et permanent de l'État, dans le respect des valeurs de la République, avant toute chose et avant toute autre considération. Même les circonstances ne sont fort heureusement plus les mêmes. La tâche est toujours exaltante aujourd'hui pour les préfets, les sous-préfets et tous les responsables des services territoriaux de notre État. Quand la charge peut paraître un peu lourde, quand les sollicitations sont intenses, quand les sujets à traiter sont compliqués, nous pensons à Jean Moulin. Et nous n'avons pas le droit de faiblir. Il nous faut nous dépasser et nous continuer à servir. Que le magnifique
exemple de Jean Moulin, mesdames et messieurs, inspire nos actions au service du bien commun à Dijon, dans le département et dans la région, pour que vive notre République et que vive la France. Je vous invite à présent à vous lever et à vous diriger vers la plaque qui va être dévoilée par 2 élèves de l'école Jean Moulin d'Auxonne. Ambre, élu maire du conseil municipal jeune d'Auxonne, et Joachim, l'un des élus de ce même conseil municipal. Nous les remercions, ainsi que leur accompagnatrice, Madame Lucie Barthelet, pour leur participation en cette journée célébrant les valeurs de la République, qui sont aussi celles de notre école. Après le dévoilement de la plaque, Monsieur le Préfet, accompagné des enfants, déposera une gerbe au pied de cette même plaque. Je vous invite maintenant à respecter 1 minute de silence avant que le chœur de l'Opéra de Dijon interprète la Marseillaise. Je vous remercie. Accent
Cette cérémonie est désormais terminée. Nous vous invitons maintenant à découvrir dans les salons de la préfecture deux expositions. L'une sur la vie de Jean Moulin, gracieusement prêtée par l'ONAC, dont nous remercions le directeur M. Dupuis. L'autre, constituée de dessins réalisés par Jean Moulin depuis son plus jeune âge, prêtés par les musées des Beaux-Arts de Béziers et de Quimper, que nous remercions, ainsi que M. Benoît qui a permis cette exposition grâce à son engagement à nos côtés depuis plusieurs mois.